Bienvenue à toutes et à tous. Place à l'invité de la rédaction. Au programme aujourd'hui, les enjeux des assemblées générales annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international tenu à Marrakech du 9 au 15 octobre. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Hassan El-Arafi, professeur de finances publiques à l'université de Mohamed V de Rabat. Bonjour Hassan El-Arafi et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, madame. Très bonne journée à vous tous. D'abord, quelle est votre réaction et votre analyse suite au discours du chef du gouvernement lors de la séance inaugurale sur la présentation des grandes réformes menées dans le Royaume lors des dernières décennies ? Tout d'abord, le chef de gouvernement a initié son discours en se félicitant de ce retour de ces assemblées annuelles à l'Afrique, après leur tenue pour la première fois à Nairobi en 1973, et ce qui affirme le positionnement du Maroc sur le continent africain et la région. Il a bien précisé, monsieur le chef de gouvernement, que c'est la première fois en 50 ans que ces assemblées se tiennent sur le continent africain, et c'est un point très, très positif pour le Maroc. Ce que nous pourrions retenir également à travers l'allocution de monsieur le chef de gouvernement, c'est qu'il a rappelé que le Maroc se trouve à un moment crucial de son histoire, une période durant laquelle le pays a engagé plusieurs réformes sociales et économiques dans l'espoir de mettre sur pied une société où les citoyens soient aptes à prendre leur avenir en main, notamment les jeunes, les femmes, qui détiennent la clé de la croissance et de l'inclusion économique. On peut retenir également dans le discours du chef de gouvernement qui a essayé de mettre en avant le potentiel du Maroc en matière de développement des énergies renouvelables et sa volonté de se positionner sur le marché d'avenir. Il a dit qu'il y a une sorte d'aspiration à renforcer la capacité installée, notamment en termes des énergies éoliennes et solaires, tout en cherchant à positionner le Maroc comme acteur clé du secteur de l'hydrogène vert, ce qui va renforcer la souveraineté énergétique du Maroc. Également, parmi les points forts à retenir, quand le chef de gouvernement a interpellé les banques multilatérales de développement, a plus que jamais accompagné les pays en développement pour relever les défis auxquels doit faire face l'économie mondiale et répondre à leurs besoins spécifiques. Et je pense ici, le Maroc, il est en train de faire allusion à son positionnement d'un pays qui représente l'Afrique, pas uniquement le Maroc d'une manière particulière. OK. Et donc, à mon avis, cette adaptation doit, selon le chef de gouvernement, doit s'atteler pour apporter davantage de souplesse dans l'aide accordée aux pays faisant face à différents types de crises, notamment les pays africains, que ce soit en matière de conseil, d'appui financier. Justement, Hassan El-Arafi, justement, ces assemblées sur le continent africain destinées à faire entendre la voix de l'Afrique, voix du Sud globale, sur quelles problématiques en particulier ? Bon, la problématique centrale, c'est ce qu'on peut appeler, en plus des problèmes environnementaux et de changement climatique, il y a la problématique de la croissance inclusive. Il faut que l'Afrique, d'abord, se retrouve dans son économie
et s'oriente davantage pour sortir de son marasme, parce qu'on a depuis toujours adossé une stéréotypie à l'Afrique qui ne va pas s'en sortir. Mais je pense que la réalité a démenti cette stéréotypée. Il y a des pays africains aujourd'hui qui sont en train de réaliser de dettes de croissance très, très importants. Et donc, il faut suivre ce sentier. Et je pense qu'aujourd'hui, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, devraient changer leur approche comme ils l'avaient fait, ça fait une vingtaine d'années, à partir de 2004, en essayant d'adapter leur formule de financement et d'accompagnement des pays africains d'une manière plus adaptée et éviter les solutions standards qu'on peut appliquer à n'importe quel pays. Le plus important, c'est de réaliser un taux de croissance inclusif qui doit prendre en considération toutes les parties ou les composants de la société africaine, que ce soit les détenteurs de capitaux ou les ménages et même les institutionnels. Hassan Al-Arafi, que pouvez-vous nous dire sur les transformations des finances publiques? Quelle transformation des finances publiques grâce à la GovTech et à la transition numérique? Oui, bon, c'est une question très très importante aujourd'hui parce que c'est parmi les chantiers sur lesquels elle travaille aujourd'hui la Banque mondiale. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le GovTech, qui dépasse largement ce qu'on appelle le e-government, etc. Donc, il s'agit d'une approche pan-gouvernementale de modernisation qui est pilotée par la Banque mondiale, qui vise la modernisation de l'administration publique, une administration qui favorise l'émergence de services publics simples, efficaces et transparentes, en plaçant les citoyens au cœur des réformes. D'une manière nécessairement synthétique, si vous voulez, je peux vous résumer l'approche de cette technique, GovTech, qui met l'accent sur 3 aspects de modernisation. Un, c'est une approche pan-gouvernementale de transformation numérique. Deuxièmement, il faut faire centrer les services sur les citoyens et accessibles, pour qu'ils soient accessibles à tous. Et troisièmement, il faut qu'on ait des systèmes administratifs simples et efficaces. Donc, il y a tout un programme aujourd'hui qui est encouragé par la Banque mondiale et qui intègre un certain nombre de principes pour mettre en place ce qu'on appelle le GovTech. D'abord, une utilisation efficace des technologies de rupture, ce qu'on appelle les technologies de rupture, par exemple l'intelligence artificielle ou l'apprentissage automatique, le nuage, l'Internet des objets, les clouds, ce qu'on appelle comme. Bon, les plateformes de données publiques, la promotion de l'utilisation des données publiques aussi bien pour les particuliers que pour les personnes morales, les entreprises. Et il faut mettre en place des écosystèmes GovTech locaux à travers l'appui, par exemple, les appuis aux startups et aux entrepreneurs locaux. Et enfin, il faut qu'il y ait un recours accru au partenariat public-privé comme un mode aujourd'hui émergent de gestion des services publics pour tirer parti des compétences, des innovations et des investissements du secteur privé afin de relever les défis du secteur public. Et donc, en suivant cette démarche de GovTech, il a un impact direct sur les finances publiques parce qu'aujourd'hui, on peut réaliser des économies d'échelle qui peuvent alléger le fardeau des dépenses publiques. On peut réaliser ou financer des besoins et des équipements collectifs à travers un PPP, un partenariat public-privé, ce qu'on appelle les effets de levier de l'État, en faisant participer le secteur privé dans les processus de financement des besoins collectifs. Je pense que ceci peut aller trop loin, pas uniquement PPP, partenariat public-privé. Moi, je peux dire qu'on peut aller plus loin en mettant partenariat public-privé et philanthropique. Dans la mesure, aujourd'hui, le secteur philanthropique bénévole, il peut être un participant efficace. Il suffit de rappeler qu'aujourd'hui, les fondations
philanthropique dans les pays scandinaves et il détient le volume de capitalisation boursière le plus important dans ces pays-là. Et donc, il pourrait réaliser des investissements importants pour le bien collectif. Donc, le COVTEC aujourd'hui, que vous me permettez de paraphraser un aphorisme de l'ancien directeur général aux années 80 de l'UNESCO, il a dit qu'il y a développement lorsque la technologie devient culture. Et je pense aujourd'hui, nous vivons une révolution technologique plus importante que la révolution industrielle. Et il faut cesser de voir demain avec les yeux d'hier. Nous devrons dès maintenant comprendre que les données ont changé, les moyens de communication ont changé, et même la définition qu'est-ce qu'une personne intelligente ou qu'est-ce qu'un État intelligent a changé. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est une donne importante. Très bien. Comment exploiter l'investissement institutionnel et le financement pour le développement ? Ok, effectivement, ça c'est parmi les points à débattre au cours des travaux de l'Assemblée, c'est parmi les ateliers les plus importants. Mais que vous permettez d'abord d'expliquer de quoi parle-t-on aux téléspectateurs, parce que c'est un terme un peu technique. Lorsqu'on parle d'un investissement institutionnel ou des investisseurs institutionnels, qu'on appelle d'une manière abrégée les INZIN, ou les grands investisseurs, qui sont des investisseurs souvent considérés comme des actionnaires à long terme, qui peuvent placer plusieurs milliards de dirhams dans le marché. Et ces investisseurs institutionnels sont les organismes capables de collecter des fonds importants et de les investir en actions dans les sociétés, dans l'immobilier ou dans d'autres classes d'actifs. Bon, que ce soit au Maroc ou ailleurs, ces investisseurs institutionnels désignent généralement les banques, les compagnies d'assurance, les mutuelles, les fonds de pension, les sociétés d'investissement, les caisses de retraite, les fonds communs de placement, les OPCVM et les SICAF. Et ils sont souvent considérés comme je viens de le dire tout à l'heure, ce sont des actionnaires intelligents. Pour vous répondre directement à votre question, il suffit de rappeler qu'ils ont un rôle très très important en tant qu'un participant direct à la croissance économique. Il suffit de rappeler qu'à l'échelon international, les fonds alloués par les investisseurs institutionnels au capital investissement apporté aux entreprises cotées ou non cotées dans les financements nécessaires à leur croissance et le volume de l'épargne gérée par ces investissements institutionnels atteignait au-delà des centaines de milliards de dollars dans le monde. Et c'est une part croissante de ces ressources qui est allouée au marché du capital investissement. Bon, je donne un exemple. Et d'après une enquête de Perkin Investigator, près de 70% des compagnies, si ma mémoire est bonne, 70% des compagnies d'assurance à travers le monde ont alloué jusqu'à 40% de leur portefeuille d'actifs au capital d'investissement. Et uniquement ce chiffre, il peut mettre en exergue l'importance que pourraient jouer ces investissements institutionnels en tant qu'un contributeur principal dans la croissance. Il en est de même aussi pour le Maroc, que le capital investissement est encore... certes, on ne peut pas se comparer avec d'autres pays qui ont beaucoup plus de capacité et de potentiel. Le capital investissement au Maroc est encore jeune et pleinement tributaire de l'environnement économique national et international. Je pense que la part des investisseurs étrangers dans le fonds levé destiné à 22 investissements dans les entreprises marocaines a fortement progressé et a atteint 57%. Très bien. Hassan El-Arafi, une dernière question concernant le rôle des institutions de contrôle supérieur quant à la réalisation de l'agenda 2030. Oui, ça aussi,
fait partie des ateliers qui vont être débattus, organisés en marge de cet événement international. Écoutez, aujourd'hui, la notion de contrôle a beaucoup évolué. Donc, quand on parle du système de contrôle des finances publiques ou par les institutions supérieures, bon, c'est vrai que moi, j'ai une perception beaucoup plus écosystémique de ce système de contrôle des finances publiques. Qu'on parle de contrôle, suivi, évaluation. D'abord, il faut distinguer plusieurs instances qui peuvent assumer cette forme. Il y a d'abord les instances de contrôle et d'évaluation dans les institutions supérieures de contrôle des finances publiques, telles que la Cour des comptes, qui pourrait jouer comme l'évaluateur des finances publiques. Il y a aussi d'autres instances para-administratives ou administratives que les inspections administratives ou financières, l'IGF, l'IGAD, etc. Et donc ça, c'est le contrôle classique. Et aujourd'hui, on peut intégrer dans ce écosystème de ce contrôle, il y a d'abord les instances de régulation qui pourraient jouer un rôle très important dans le suivi et dans le réajustement que les finances publiques, telles que la Banque centrale, quelques institutions constitutionnelles de gouvernance. Il y a aussi les institutions d'observation et de consultation, telles que le Conseil économique et social, quelques observatoires institutionnels. Mais il y a aussi le plus important, la société civile, aujourd'hui, qui est, à travers ses prérogatives constitutionnelles inédites, il pourrait jouer un rôle très important d'abord en tant qu'un participant à l'élaboration des politiques publiques, ex ante, et aussi un observateur dans le cadre du suivi et la mise en œuvre de ces politiques publiques, et aussi ils peuvent participer constitutionnellement au processus d'évaluation des actions publiques, que ce soit des programmes, des projets ou des actions. Et il y a aussi un autre élément, parce que quand on parle de contrôle, le plus important, il faut savoir s'autocontrôler. Il faut aujourd'hui, les gestionnaires des deniers publics, il faut qu'ils disposent un système de contrôle interne qui leur permette de réguler, d'ajuster et d'introduire les correctifs nécessaires à leurs actions. Et donc aujourd'hui, le contrôle des finances publiques d'une manière globale ne se réduit pas uniquement à un contrôle ex ante qui est réalisé à travers des mécanismes de la comptabilité publique en introduisant des contrôles financiers a priori, ou à un contrôle ex post qui pourrait être exercé par les instances supérieures de contrôle des finances publiques. Le rôle, certes, il est important et je pense que leur positionnement dans l'échiquier des finances publiques ne mérite pas, n'exige pas un commentaire particulier. Déjà, les rapports de la Cour des comptes, c'est déjà un pas très, très positif qui commençait à se faire la une dans les médias et on peut dire que c'est un point très positif lorsqu'on remarque qu'aujourd'hui, les rapports de la Cour des comptes est devenu un objet de débat public. Et donc, le plus important dans le contrôle, il ne faut pas que le contrôle soit un contrôle uniquement intra-institutionnel. C'est une affaire qui est entre les institutions sous contrôle et les institutions de contrôle. Non, il faut que le contrôle et l'évaluation des finances publiques soient un débat public. Et à travers, dans cet ordre de logique, moi, je peux dire qu'il est temps aujourd'hui de réhabiliter le débat sur la loi de règlement qui est le bilan de l'État, le bilan financier de l'État, et qui passe malheureusement jusqu'à l'heure actuelle inaperçu. Elle est considérée comme une procédure institutionnelle entre le gouvernement et le Parlement, mais il n'attire aucune attention ni par les médias, ni par le public. Alors, le moment... Oui. Hassan Al-Arafi, malheureusement, nous arrivons à la fin de cette rubrique. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je rappelle que vous êtes professeur de finances publiques à l'université de Mohamed V de Rabat. Merci à vous et passez bonne journée. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre média digital Média News.